Si tu regardes cette vidéo, il y a fort à parier que tu es fan de musculation et que pour toi, la quête de prise de muscle est quasi éternelle. Bon, j'ai un peu forcé le trait, mais vous comprendrez l'idée. Et parfois, pour prendre du muscle, on cherche tout et n'importe quoi, y compris la complication. On essaie la nouvelle technique d'entraînement à la mode, qui en fait n'a rien de ouf. Les nouveaux compléments alimentaires qui sont censés décupler la croissance musculaire, comme des stéroïdes, mais en version naturelle. On suit tous ces néo-coachs science-based qui ne ressemblent à rien, qui n'ont aucune humilité ni expérience, qui sont de gigantesques têtes à claques et qui vous incitent à perdre absolument tout plaisir à vous entraîner en vous faisant croire que la musculation c'est extrêmement complexe et que chaque étude récemment sortie c'est le Saint Graal. Le but de cette vidéo c'est donc de secouer le cocotier de ces idioties qu'on voit de plus en plus et vous aider à prendre quelques solides kilos de muscles en plus en travaillant sur certains facteurs extrêmement faciles à comprendre et à mettre en place. Parce que sur cette chaîne on reste dans le factuel et on sait ce qui marche pour faire du muscle, pas plus, pas moins. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, laisser des commentaires, etc. Toujours un énorme plus pour être bien vu par l'algorithme de YouTube. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching et ma gamme de compléments alimentaires et surtout, mon pré-workout qui est littéralement devenu la référence en France en cliquant sur les liens dans la barre de description. Allez, on commence sans plus attendre avec notre premier facteur de prise de muscle. Et sans surprise, on va parler de certains facteurs de l'entraînement. Parce que je crois que c'est sur ce terrain qu'on vous embrouille le plus ces derniers temps. Bah oui, parce qu'en effet, depuis quelques années, on assiste à une bataille de coachs, dont une frange pétrie d'un ego gigantesque qui se prétendent science-based et qui vous incite à porter une importance majeure à des faits mineurs. Comme vous faire croire qu'il faut prendre des temps de repos à rallonge, sinon vous ne prendrez pas un gramme de muscle, que vous ne devez choisir que certains types d'exercices à forte tension d'étirement, sinon vos séances seront inutiles, qu'il faut vous contorsionner dans tous les sens pour activer un muscle 2% en plus. Et j'en passe, et des meilleurs. Et pourtant, ces crétins, qui sont de plus en plus nombreux, il faut le dire, eh bien, ils vous font oublier le putain d'essentiel, part quasi bestial de l'entraînement. C'est normal, visiblement, eux ne connaissent pas. Parce que oui, la science de l'entraînement a apporté beaucoup au domaine de l'hypertrophie musculaire, mais ça a aussi causé un souci majeur. Quand on parle de training, on est de plus en plus sur un aspect totalement théorique, avec un souci littéralement obsessionnel du détail, et des détails qui sont en plus idiots les uns que les autres, et qui ne conviennent pas forcément à la réalité de terrain. Du coup, on en perd ce qui selon moi fait la qualité et le rendement d'un entraînement, le fait de bourriner. Et il n'y a pas besoin d'aller loin, il suffit de voir aujourd'hui le nombre de néo-pratiquants qui viennent avec tout l'arnachement en salle. La ceinture de sécurité pour s'attacher à l'extension, le protège-dents pour déployer plus de force, des sangles de partout sur les poulies pour être plus stable et avoir la courbe de résistance parfaite. Mais en termes d'intensité, c'est zéro. Des séances farfelues sans avoir fait de bourrin, alors que l'entraînement, bah c'est aussi ça, faut charbonner. Mais attention, faut pas non plus bourriner n'importe comment. Je m'explique. Fait évident, pour prendre du muscle, il faut une tension mécanique suffisante, ce qui va arriver par plusieurs facteurs. Déjà un volume d'entraînement suffisant. Et bien qu'il y ait pas mal de débats à ce sujet, sachez que même si certains pratiquants avancés répondent à un entraînement à bas volume, en règle générale, je conseille au minimum 7 à 8 séries pour les petits muscles et 14 à 16 séries pour les gros muscles par semaine pour bien se tabasser. Mais c'est une moyenne. Et encore une fois, bien entendu, c'est à adapter selon votre cas, en sachant que certains facteurs et certaines situations font que pour certains, le low volume, ça marche très bien, alors que pour d'autres, très souvent, un volume plus conséquent est nécessaire. Donc ça, c'est vu. Mais attention, le volume, bien qu'étant un des drivers de l'hypertrophie, eh bien, c'est une seule partie de l'équation, et beaucoup de pratiquants ne progressent pas parce qu'ils passent à côté d'un facteur qui est pourtant décisif, le stimulus suffisant pour générer la croissance musculaire. Eh bien, on ne peut vraiment l'apporter qu'en mettant ses tripes dans sa séance. Ce qui veut dire qu'on doit s'approcher entre 1 et 3 reps de l'échec minimum, donc on dira entre 6 et 10 reps, voire même pousser les séries à l'échec complet si on travaille en séries plus longues avec des charges plus légères. C'est juste impossible autrement. Et c'est ça que j'appelle bourriner intelligemment. Parce que s'approcher d'échec ou aller jusqu'à l'échec complet, bah ça pique. C'est pas agréable. Et ça demande du mental pour se pousser littéralement dans ses retranchements. Or, si vous faites vos séries que votre dernière rep ressemble à la première en termes de vitesse d'exécution, ou si vous les finissez avec un grand sourire sur le visage, alors je suis désolé. Vous n'en foutez pas assez lourd et ne vous attendez donc pas à avoir un stimulus suffisant pour déclencher une belle prise de muscle. Quand on va à la salle, on n'y va pas pour tricoter. Un autre problème se pose aussi. Un nombre conséquent de pratiquants surestiment leur proximité d'échec et ils arrêtent parfois une série en pensant être à 2 reps de l'échec alors qu'ils sont à 4, 5, voire 8 répétitions de l'échec. Et ça arrive même chez les expérimentés, même si bien évidemment la marge d'erreur est moindre. Du coup, pas cette tension mécanique et une prise de muscle ralentie. Donc faites bien attention à ça. L'intensité et la difficulté du training, ce sont des éléments capitaux si vous voulez prendre de la masse musculaire. Et si vous avez besoin d'un repère pour être sûr de vous approcher de l'échec, dites-vous que le rythme de vos répétitions doit bien ralentir à la fin de la série et elles doivent commencer à être réellement pénibles. Si vos 2-3 dernières répétitions vont à la même vitesse que la première et que vous ne bataillez pas pour les faire, faites-moi confiance, vous êtes tout
sauf frais de l'échec. Il faut donc garder en tête que s'entraîner efficacement pour la prise de muscle, c'est pas appliquer bêtement toutes les nouveautés prétendument scientifiques qu'on entend à foison sur les réseaux. La base de la musculation, c'est bien plus simple que ça. Avant toute chose, faut quasiment laisser une partie de votre âme à chaque série. Faut qu'arriver à la moitié d'une séance cuisse, vous vous demandiez ce que vous foutez là. Qu'à la fin d'une séance épaule, vous ne puissiez même plus porter votre bouteille d'eau vers votre bouche si vous avez soif. Là oui, quand on est à ce point-là, on est dans la bonne zone et ça commence à devenir intéressant. Deuxième point anabolique, votre taux de graisse. En règle générale, en musculation, les pratiquants essaient toujours d'avoir un taux de graisse qui soit le plus faible possible, de manière à avoir vraiment des muscles bien dessinés tout le temps. Mais pour autant, avoir un taux de graisse trop bas et essayer de le garder tout le temps trop bas, c'est pas optimal pour la prise de muscle et c'est en plus très compliqué. Alors attention, ne vous servez pas non plus de ça comme excuse pour manger comme 4 et ressembler à un petit cochon, c'est pas du tout le but de la manœuvre, mais une prise de masse musculaire se passera mieux si on débute avec un taux de graisse compris entre 12 et 15% maxi pour un homme et 22 à 25% pour une femme, avec pour objectif de ne pas dépasser ce taux de masse grasse lors de la prise de masse pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'esthétiquement, on sent mieux. C'est quand même toujours plus agréable de garder un physique assez propre à l'année. Mais en plus, dans cette zone de masse grasse, sauf exception, les taux de testostérone et la sensibilité à l'insuline sont généralement bons, ce qui permet de prendre du muscle dans de meilleures conditions. Donc, taux de masse grasse à surveiller de près. Attention toutefois, oui, commencer une prise de masse avec un taux de graisse trop faible, c'est pas le plus optimal pour prendre le plus de muscle possible. Mais à l'opposé, ne faites jamais, qui n'est jamais une prise de masse si vous êtes déjà en surpoids avec un taux de graisse élevé, car vous courez à la catastrophe. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a un taux de graisse élevé, on a une sensibilité à l'insuline qui est moins bonne, on stocke donc plus facilement du gras qu'en temps normal, et une quantité d'acides aminés moins importante parviendra également aux muscles, donc on prend moins de muscles. Donc on a le pire des deux mondes. Mais en plus, le tissu adipeux sécrète une enzyme qui s'appelle l'aromatase et dont la fonction est de convertir la testostérone en œstrogène. C'est donc le chien qui se mord la queue parce que taux de graisse élevé égale taux de testostérone plus faible, et ce même taux qui est déjà faible continuera de chuter de par la conversion de plus en plus importante en œstrogène. Donc mon conseil, si votre taux de graisse dépasse les 15% si vous êtes un homme ou 25% si vous êtes une femme, passez par la case sèche vite fait, ne serait-ce que pour perdre 3-4% de masse grasse et démarrer sur une base qui sera plus saine. Petite coupure rapide, si vous souhaitez être informé de la sortie le 15 septembre de mon programme pour les hommes de 40 ans et plus où je parlerai training, diète, supplémentation et optimisation hormonale, alors cliquez sur le lien dans la description, ça vous permettra en plus de bénéficier d'un tarif préférentiel. Donc à vous de jouer. Troisième point anabolique, la qualité du sommeil. Et j'insiste bien sur la qualité et non pas uniquement le nombre d'heures de sommeil. Je crois que de tous les facteurs favorisant l'anabolisme, le sommeil, c'est peut-être l'un des plus grands perdants. Et pourtant, le manque d'un sommeil de bonne qualité, c'est un réel problème pour la prise de muscle. Par exemple, c'est après une bonne nuit de sommeil qu'on a un pic de testostérone correct le matin. Et c'est scientifiquement démontré. On sait que par exemple, après ne serait-ce qu'une semaine avec des nuits de sommeil de 5 heures au lieu de 8 heures, il y a des études qui ont constaté une chute moyenne des taux de testo de 15%. Il y a aussi une autre étude qui a également mis en avant que rien qu'une seule nuit blanche pouvait faire chuter le taux de testostérone de 25%. Mais aussi en parallèle, réduire la synthèse protéique musculaire de 18% et augmenter le cortisol de 21%. Tout ça ensemble, ça peut drastiquement limiter la croissance musculaire, augmenter le catabolisme et ralentir la perte de tissu adipeux. Mais il ne suffit pas d'avoir un nombre d'heures de sommeil suffisant. Il faut que ce soit un sommeil de qualité qui soit récupérateur avec le moins d'interruptions possible. Il y a donc certaines règles à respecter. Déjà, pas d'excitant dans les 6 à 8 heures qui précèdent le coucher. Pour info, même si vous êtes addict au café et que vous avez l'impression que ça ne vous gêne pas pour dormir, pour autant, il a été démontré que même chez les habitués de la caféine, le temps de sommeil est raccourci si une dose est consommée trop proche du coucher. Qui plus est, le fait d'être sur son écran de téléphone ou d'ordinateur avant de dormir implique généralement qu'on accomplit une tâche. Par exemple, répondre à des messages, ou répondre à des emails, ou tout simplement scroller et mater des culs sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il s'agit d'une stimulation cognitive qui va retarder l'endormissement. Donc pour éviter de perturber l'architecture du sommeil, on coupera si possible les écrans 60 à 90 minutes avant de dormir. Et si on ne peut pas faire autrement, on veillera à ce que la luminosité soit au minimum et on éloignera le plus possible les écrans de ses yeux. Et ça sous-entend bien entendu que si on se réveille la nuit, on ne se remet pas devant Instagram ou YouTube. Même si encore une fois je plaide coupable car souvent je suis le premier à le faire avec mon sommeil éclaté au sol. Pour autant, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Essayez également de dormir dans une chambre la plus sombre possible et ne surchauffez surtout pas la pièce où vous dormez. Vaut mieux avoir un peu trop froid que trop chaud pour avoir un sommeil récupérateur. Même si je sais que la température de la chambre est un éternel débat entre mari et femme. Si je prends mon cas perso, je suis en short torse nu, fenêtre ouverte alors que ma femme a 4 vestes et 2 couettes et rouspète parce que la fenêtre est ouverte. Et bien entendu, je perds toujours la bagarre et la fenêtre finit toujours fermée. Pas comprendre. Si malgré tout ça, vous faites partie tout comme moi des gens qui ont un sommeil d'une qualité très moyenne, pour ne pas dire merdique, alors n'hésitez pas à placer une micro-sieste de 15 à 20 minutes dans votre journée. Il est connu que ce type de sieste a des bienfaits sur la récupération et la performance, et en tant que pratiquant régulier de micro-dodo, je vous confirme que c'est vrai. Je peux même vous dire que je préfère ce type de dodo de 15 à 20 minutes plutôt qu'une sieste d'1h30 où tu te réveilles en sursaut avec une gigantesque tache de bave sur l'oreiller et où tu te rappelles plus ni ton nom, ni ton prénom, ni même où tu habites. Oui, ça sent le vécu. Donc pour résumer, on essaie d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil et on porte une attention
particulière à tous les facteurs qui peuvent influencer la qualité de celui-ci. Parce que le sommeil, c'est capital. Facteur anabolique numéro 4, le choix des exercices. Avec la vulgarisation du fitness et sa visibilité sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de néo-pratiquants arriver très tôt sur des exercices très spécifiques. Et bien qu'en soi, ce ne soit pas forcément un mal, je trouve qu'avant toute chose, l'idéal, c'est de maîtriser des exercices plus complets qu'on pourra éventuellement diminuer, voire laisser tomber par la suite. Mais au début, il faut en bouffer. C'est peut-être un peu old school de dire ça, mais c'est pourtant vrai. Par la suite, avec l'expérience, vous pouvez en diminuer la fréquence, voire même ne plus les faire, même si je trouve dommage de les éliminer complètement. Parce qu'on a un meilleur ressenti, on est capable d'avoir des séances plus rentables avec des exercices plus pointus, via notamment un meilleur recrutement. Mais je trouve qu'au début, ces exercices polyarticulaires classiques qui permettent de bourriner et bien se massacrer tout en prenant de la force de manière globale, eh bien, ils doivent faire partie de vos routines d'entraînement. L'exemple qui me vient le plus en tête, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus apprendre à faire des tractions. Limite, c'est un exo has-been. Par contre, on voit beaucoup de débutants ne faire que du tirage à un bras à la poulie haute. Eh bien, que je n'ai rien contre le tirage à un bras, un exercice que j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'un exercice comme les tractions, au-delà de donner une bête de dos, c'est aussi un exo qui permet de prendre beaucoup de force et qui constitue pour moi un pilier de l'apprentissage en musculation. Au même titre que les squats, les rowing bars, les soulevés de terre, les développés épaules. Je trouve vraiment dommage de s'en priver dans une phase d'apprentissage où on est justement là pour poser des fondations musculaires et neurologiques. Par exemple, il sera plus facile de savoir bien maîtriser un geste comme le squat et d'en tirer profit en termes d'hypertrophie et de force au stade de débutant que d'avoir une bonne maîtrise, par exemple, sur un speed squat bulgare, qui est quand même un exercice beaucoup plus avancé et qui requiert plus de coordination, de technicité et de ressenti. Il n'y a pas forcément de bons ou mauvais exercices, même si certains nouveaux exos puent clairement la merde, mais disons que chaque exercice a sa place à un moment donné dans une planification et ça doit évoluer selon le degré d'avancement du pratiquant et son confort d'un point de vue morphologique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et de commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour toute information sur mes offres de coaching, rendez-vous sur mon site www.bika-coaching.com pour en savoir plus sur ma gamme de compléments alimentaires et retrouver notre isolate protéine, notre créatine, notre excellentissime pré-workout, etc. Rendez-vous sur www.bikaperformance.com. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok sous le pseudo Bika-coach où je vous partage des conseils quasiment tous les jours et mon quotidien. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.